Bon alors du coup, il est 10 heures, on va bientôt pouvoir commencer, on va attendre quelques minutes que les personnes arrivent. Alors, Lucille vient d'arriver, hop. Ah y est, Salut Lucas. re- Ouais. Alors moi je repose mon bordel. Comme ça bougera pas. Ouais, c'est ce que j'espère en tout cas. Bon, il Bon, moi j'ai connaît, monté, hein. Monté du matin. moi aussi. Hop, voilà. Bon, maintenant, à partir de là, je croise les doigts pour que ça bouge pas. Si jamais à un moment je disparais, c'est juste que le téléphone est tombé, c'est tout. Ok, ça marche. On saura comme ça. Ouais. Bon, Bon. comment tu vas? Ben écoute, ça va bien là depuis la dernière fois. Ouais, c'est chouette. Et toi alors, bientôt le départ du coup? Ouais, dans 3 jours. Ouais, c'est ça, dans 3 jours. Ouais. Ben c'est bien hein, du coup que tu puisses participer du coup sur ce compte. C'est chouette, on a de la chance. Parce qu'après, c'est vrai que bon, ça fait un sacré décalage horaire avec le Canada, ça c'est sûr. Ouais. Ça se serait fait essentiellement en après-midi, Mm. parce que si je faisais ça moi en après-midi, ça fait début de soirée ou pleine soirée pour les Français, donc c'est un peu plus, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Et ouais, c'est ça. Bon, on va attendre 2-3 minutes, tu vois, le temps que tout le monde arrive. Ouais, ouais. N'hésitez pas à nous dire, ouais, si vous nous entendez bien. On voit là que vous vous connectez. Ah oui, et moi je vais tenter. Ah non, c'est peut-être pas moi qui peux le faire, c'est peut-être toi, de mettre une bandelette en fait où tu écris quelque chose dessus. Par exemple, en rappelant le titre, tu vois, du live. Mais je sais pas si, moi, je pense pas que je puisse le faire vu que je suis invitée. Ouais, Valentine nous entend bien. Coucou Valentine, coucou Mélina. Ok, bon, écoute, je sais pas comment on fait. Donc on va laisser comme ça. Mais normalement, Ouais. les gens savent. Comme je l'ai mis sur mes deux comptes, là, les gens savent du coup pour le live. Et après, moi, ben, je le remettrai sur Facebook aussi, parce que l'idée, ce serait aussi que les personnes de Facebook puissent voir ce live. Coucou Mélina. D'accord. Oui, il y a un petit décalage aussi avec les questions. Ouais. Et pour les questions, du coup, ben, n'hésitez pas à nous les poser. Moi, après, je les redirai à Lucas tranquillement, qui y répondra. Parce que moi, clairement, j'arriverai pas à suivre, j'arriverai pas à focus sur le chat. Ou peu. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais c'est bien comme ça, tu vois, ça fait une discussion un peu plus réelle à deux avec des Ouais. personnes qui peuvent vraiment poser toutes les questions qu'elles veulent. Il n'y a aucune question bête, hein. C'est vrai que le fonctionnement des masters peut être assez différent des licences donc voilà. Ouais. Alors, surtout que en soi, les licences entre les facs ne se ressemblent pas. Mais alors les masters, vous doutez bien que c'est pire. Ouais, c'est ça. Puis moi, je t'avoue que là, le compte Pitchmaster Psycho, je suis en train d'ouvrir aussi sur l'international. Donc là, on Ouais, risque d'avoir aussi pas mal de Belges qui vont nous regarder. Donc c'est ouais, intéressant. Voilà. Ouais, ouais, c'est en train de s'ouvrir. Donc c'est l'idée aussi, hein, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'Union européenne, en fait, on peut passer facilement d'un master à l'autre. Donc ouais. hmm, En c'est effet. l'avantage. Surtout avec nos voisins belges, les échanges avec les autres Européens, enfin, tout dépend lesquels, mais je pense avec les Suisses, les Allemands ou les Anglais, ça se fait pas forcément avec la même facilité. Déjà parce que les demandes, enfin, surtout chez les anglo-saxons, les demandes pour le titre Hmm. de ne sont pas du tout les mêmes. Les attentes ne sont pas les mêmes. J'en parlais avec une neuropsychologue de Londres il y a 2 mois. En soi, je ne connais pas du tout le parcours anglais pour être psy. Elle me disait que la formation complète de psy là-bas, c'est plus long que les chirurgiens. Ah ouais, d'accord. Hmm. Donc voilà, c'est quelque chose. Aux Pays-Bas, c'est pareil. Aux Pays-Bas, c'est 9 ans pour être psychologue.
Et en Ouais. Suisse, si je dis pas de bêtises, c'est 5 ans pour être psychologue de base. Et faut rajouter 5 ans pour une spécialisation comme la neuropsychologie, par exemple. Ouais. Ben, Colline me disait ça aussi, de Test Care of You. Elle me disait justement qu'en Belgique, c'était effectivement plus long, Mm. le cursus. Et ça, c'est vrai que c'est effectivement spécifique aussi à chaque pays. Donc, c'est important de regarder, mais tout est sur le site des universités. Donc ça, faut pas hésiter aussi pour les futurs étudiants de master de regarder les sites des universités. Maintenant, là, on est en janvier. En janvier, les sites ne sont pas encore actualisés. Souvent, février-mars, ça commence à l'être. Mais basez-vous quand même un minimum sur les années précédentes, surtout maintenant que les sélections sont passées. Enfin, les sélections entre le M1 et M2 sont terminées et maintenant c'est entre la L3 et le M1. Donc voilà. Bon, bah écoute, on peut commencer. Alors, présente-toi, Lucas. Alors, je m'appelle Lucas Rona, je suis doctorant en sciences biomédicales à l'Université de Montréal et titulaire du titre de psychologue depuis 2016, avec une spécialité en neuropsychologie. Voilà, si je devais faire D'accord. en bref. C'est la première fois que je suis Ok. ici dans ça, je pense. Alors, et la question qui nous intéresse tous et toutes, quel était ton master ou tes masters pour en arriver à être doctorant? Alors, j'ai fait ma première année de master de psychologie à Lille en 2014-2015. Comme il y avait la sélection en fin de master 1, à ce moment-là, j'ai été en master 2 à Angers, 2015-2016. Après, j'ai pas été pris en thèse dans les quelques candidatures et possibilités qu'il y avait. Hmm. Ensuite, j'ai travaillé pendant une petite année. Après, j'ai fait un master recherche en neurosciences cellulaires et moléculaires, donc en 2017-2018. À la fin de cette année-là, j'avais une quinzaine de candidatures en thèse, toutes refusées à ce moment-là. Donc, du coup, j'ai retravaillé une petite année en hôpital. J'ai fait une première année de DU en psychothérapie. Et c'est au bout de cette année-là, en quelque sorte, que j'ai été admis en thèse à Montréal. D'accord. Donc c'est un parcours assez complexe, mais tu étais très motivé et maintenant ben, tu es à Montréal, quoi. Donc comme C'est quoi ça. ça paye. Ouais. Ça paye tous ces efforts. Et pour revenir du coup sur Lille, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? T'es resté un an à Lille, c'est ça pour ton M1? Ouais, en effet. Alors, à la base, j'étais allé à Lille parce que c'était le Master 2 qui m'intéressait. Et je m'étais D'accord. dit en y allant dès le Master 1, ça pourrait peut-être m'aider à être gardé. Alors, pour l'organisation du Master 1 là-bas, à ce moment-là, il a changé entre-temps, mais le fonctionnement reste globalement le même, hein. On Est-ce que tu peux nous avait, dire l'intitulé du master pour qu'on s'y retrouve? Il y a une seule université de psychologie à Lille, c'est ça? non, non, il y en a deux, il y a l'Université catholique aussi. D'accord. Euh, Donc, tu es à laquelle? Moi, c'était l'université publique, c'était l'Université de Lille 3 à ce moment-là, qui n'est D'accord. plus l'Université de Lille 3, qui s'est transformée en Université de Lille. D'accord. Alors, l'intitulé du Master 1, c'était juste maîtrise de psychologie, il n'y avait pas d'intitulé particulier. Et le Master 2 qui était visé à la base, c'était neuropsychologie clinique, évaluation périchirurgicale et réhabilitation cognitive. Un vaste programme. Et qu'est-ce que ça veut dire en gros? En gros, ça sous-entendait que le master était axé sur les évaluations dans le cadre de pathologies neurologiques qui menaient à des interventions chirurgicales. Hmm. Épilepsie, potentiellement tumeur, euh, problématiques d'AVC, parce qu'il y a certains, enfin, dans le cadre d'hématomes, par exemple, il est nécessaire d'évacuer le sang du cerveau, donc ça nécessite une neurochirurgie, et autre chose dans ce genre-là. Pareil, le versant réhabilitation cognitive, ça, c'était censé indiquer que le master était axé sur la rééducation neuropsychologique. Après, en soi, ça reste un intitulé. Il y Hmm. a des masters, là en l'occurrence, j'ai fait le master 2 à Angers. Euh, c'était master 2, c'était master professionnel, enfin, c'était master de psychologie, spécialité professionnelle, neuropsychologie. Il n'y avait pas de détails, mais il Ouais. n'empêche que
Il n'empêche que l'aspect rééducatif, on l'abordait quand même. L'aspect épilepsie, tumeur cérébrale, on l'a aussi abordé, peut-être dans une moindre mesure, mais c'était des choses qu'on voyait. On abordait l'adulte, la personne âgée, l'enfant, et voilà, enfin, c'était un master de ce qu'on appelle une neuropsychologie générale. Donc en fait, là, ce que tu nous expliques, c'est qu'il faut faire attention aux intitulés. Les intitulés les plus beaux ne sont pas forcément, voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ça ne veut pas dire que les autres sont plus nuls. Donc en fait, il faut regarder aussi le détail des cours, j'imagine, C'est pour ça. aller voir un peu dans les domaines qui nous intéressent, dans les champs, et aller voir vraiment les cours à l'intérieur. Ouais, et même avec ça, c'est pas d'une fiabilité totale, parce que pour rester sur le master 1, en fait, dans le master 1, on avait un tronc commun à suivre et des UE de spécialisation. Au premier semestre, j'avais pris une UE de spécialisation en psychopathologie de l'enfant, non, psychopathologie adulte. Parce que même si j'aime beaucoup la neuro, j'aime aussi beaucoup la psychopatho. Et en regardant le descriptif de l'UE, de l'unité d'enseignement, ça avait l'air de quelque chose d'assez général, d'assez intégratif. Il n'y avait pas Hmm. beaucoup de précision en fait sur les approches abordées. Et il s'est avéré que la totalité, je dis pas la quasi-totalité, la totalité de l'UE, c'était de la psychanalyse. Et D'accord. dans le descriptif de cours, dans le contenu du cours, à aucun moment on avait le mot psychanalyse qui apparaissait. Donc, Ouais. regarder le contenu des cours, ok, mais c'est pas forcément, c'est pas toujours fiable. En fait, ça dépend si les profs ils acceptent de dire ce qu'ils vont faire ou pas. Et dans ce cas-là, peut-être aussi pousser ses recherches en essayant de regarder quels sont les profs qui font quels cours, parce que très souvent c'est écrit hein, sur les plaquettes d'université, et dans ce cas-là, bah, mener des recherches sur Internet. Si C'est on voit que ça. le prof, et il y a 10 profs sur, ouais, 15 profs sur 20 qui sont psychanalystes, bon, et à un moment donné, il faut se dire que c'est sûrement d'orientation bien psychanalytique. Effectivement. Mais ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment le parcours du combattant, en fait, la recherche de ces masters. Et c'est aussi pour ça, voilà, que j'ai créé ce compte Pitch Master Psycho. C'est, Ouais. enfin, voilà, là, tous les tips là, que tu es en train de donner, vas-y à fond, parce que c'est ça. Après, C'est le parcours. ça, c'est des choses pour lesquelles j'ai pas eu le réflexe pour tout, notamment chercher les spécialisations des profs, parce que ayant fait ma licence à Dijon, à ce moment-là, les notions de psychopatho qu'on abordait en licence, c'était assez général. Bon, on avait quelques cours qui étaient très axés psychanalyse psychodynamique, mais comment dire, c'était pas exclusif de de ces approches-là. On avait des profs qui, au contraire, nous parlaient assez peu de psychanalyse et étaient beaucoup plus intégratifs, voire complètement, enfin, presque Hmm, complètement détachés de la psychanalyse. Donc moi, dans ma tête, la psychopatho, ça pouvait être de la psychanalyse, mais c'était pas pas que. synonyme de psychanalyse. Hmm. Et alors Alors que, que là, moi, dans ma fac, c'est l'inverse. À Paris 13, du coup, Paris, Sorbonne, Paris Nord maintenant. Non, c'est, on a des cours de psychopatho adulte-enfant et c'est psychanalytique à fond. Mais dans l'intitulé, c'est pas écrit. Donc, ouais, faut ouais, savoir que la fac est psychanalytique. c'est ça. Hmm. Et Ça, du ça. coup, tu n'as pas continué à Dijon. Alors, ta licence, tu as juste fait ta licence à Dijon et t'es parti à Lille ensuite. Ouais, parce que le master de neuropsycho n'existe pas à Dijon. Ouais. Et ça va bientôt faire Il partie y des en a rares où facs. des masters de neuropsycho en France, de ce que tu sais, toi? Tu sais où il y en a? Alors, de ce que je sais, il y en a quasiment partout, à peu de Ah, choses près. sauf à Mais Dijon. enfin, il y en a d'autres qui n'ont pas. Mais enfin, ce sera pas une liste exhaustive. Pour avoir une liste Ouais. exhaustive, j'invite tout le monde à aller sur le site de l'OFPN ou neuropsychologie.fr. C'est le forum de l'Organisation française des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Il y a une rubrique sur ce que l'OFPN, qui est notre organisme de neuropsy national, considère comme étant des vrais masters de neuropsycho qui permettent comment dire, d'adhérer à l'organisation nationale. C'est pas un D'accord. ordre, c'est pas quelque chose qui est reconnu sur un plan législatif, mais disons que c'est là ils ont dressé une sorte de liste de masters que nous on considère comme des masters de neuropsycho. Et je sais plus combien il y en a une petite trentaine, quelque chose comme ça. Ça, ce sera plutôt exhaustif.
Mais là, comme ça, je peux vous dire qu'il y en a deux, il y en a deux à Lille, un troisième qui a une orientation plutôt recherche. Il y en a à Amiens, Strasbourg, Besançon, Lyon, il y en a un ou deux, Chambéry, Grenoble, Angers, Reims, Rouen, Tours, probablement, Poitiers, Brest éventuellement, qui est accès vieillissement. Toulouse, il y Ouais. en a deux ou trois, Bordeaux, Marseille, Nice, enfin Marseille c'est Aix, Hmm. Montpellier, puis voilà, je crois que j'ai grosso modo fait le tour. Ouais, c'est pas J'ai dit mal, hein. Angers, Hmm. ouais, puis Angers bien sûr. Et Nantes, donc, en fait, les masters, du coup, de neuropsychologie ont effectivement des spécialités, comme tu disais. Là, avec le vieillissement, par exemple. ouais. Ouais. Il y a plein de spécialités, du coup, qui existent. Ben, plein, je dirais pas ça parce qu'un master, ça se doit de rester un petit peu général dans certains aspects. Après, effectivement, il y a des masters qui axent sur certains types de populations. Par exemple, Montpellier, Montpellier a une grosse composante vieillissement, si je dis pas de bêtises. Grenoble a un master de neuropsy enfant. Maintenant, à Angers, il y a un master vieillissement, un master neuropsy général et un master neuropsy de l'enfant. Euh, voilà, donc après, comme je dis, hein, les intitulés, faut, même à l'heure actuelle, il faut encore faire gaffe et puis chercher ce qu'il y a dedans. Ouais, complètement. Puis sur Facebook, du coup, pour les personnes qui ont, c'est vrai que le groupe, du coup, on s'est rencontrés L3 M1 sélection, psycho sélection. Je sais pas trop dans quel ordre est l'intitulé. C'est vraiment bien, en fait, ça permet de rencontrer, du coup, des mentors comme toi et de pouvoir leur poser des questions sur leur parcours, sur les masters qu'ils ont faits. Donc, faut pas hésiter à aller là-dessus, à poser vos questions aussi sur les masters qui vous intéressent. Voilà, pour avoir plus d'informations. Et pour Angers, du coup, ton master de pro, c'était quoi le bel intitulé? Ah ben, l'intitulé, je le disais tout à l'heure, c'était juste master de psychologie, spécialité professionnelle, neuropsychologie. Ouais, c'est ça. Ok. Hmm. Donc voilà, il y avait pas particulièrement de précision Ouais. là-dessus. Après, de souvenirs, même sur le site internet, pour voir un peu le programme du master, il y avait pas tant d'informations que ça. Donc en soi, quand j'ai candidaté à Angers, c'était clairement pas un de mes premiers choix. Enfin, s'il fallait y aller, j'y allais. Mais voilà, ça faisait pas partie de mon top 3. Hmm. Et du coup, tu as postulé à combien de masters? Toi, quand tu es sorti de ta licence, tu t'es dit, OK, j'en tente combien pour arriver en master 1? Ah bah, quand je suis sorti de licence, en soi, il n'y avait pas de sélection. Donc, licence en poche, j'avais le droit d'accéder à un master. Bah, il y avait peu de raisons qu'on me refuse C'est vrai. un accès à un master. Du coup, Hmm. je suis arrivé à Lille comme une fleur. J'avais fait que cette demande-là. Donc, voilà, s'est passé sans problème. Par contre, à la fin du master 1, j'avais candidaté à une dizaine de masters à peu près. Ouais. Ouais, quand même. Hmm. Je sais plus si Et du c'était 11 ou 9, mais grosso modo, c'était ça. Ouais. Et du coup, tu les as sélectionnés en te disant je postule à tous les neuropsys ou t'as quand même trié? Non, j'ai trié parce il y avait des villes dans lesquelles je ne me voyais pas aller. J'ai fait aucune candidature à Paris, par exemple, parce Ça, que c'est super important ce point-là. Enfin, c'est vraiment regarder aussi la ville où vous allez faire vos études pendant 2 ans. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, moi dans ma fac, qui ont commencé donc à Paris 13, en banlieue nord de Paris, et qui, au bout de 3 mois, ont pété un câble. Donc, c'est important. Moi, je m'y plais, même si je suis pas de Paris. Mais c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde et c'est important de regarder aussi où on postule. Et à l'inverse, les personnes qui ont peur de bouger de leur région, dites-vous aussi que c'est entre guillemets que 2 ans et qu'on a la chance en France d'être super bien desservi au niveau de la SNCF quand il n'y a pas de grève. Donc, faut le tenter aussi, quoi. Faut ouvrir les portes, faut vraiment ouvrir le plus de portes possible, mais pas n'importe comment, on va dire. il faut aussi tenir compte des possibilités de stage dans les différentes régions. Ouais. C'est pour ça que, enfin, généralement, enfin, moi j'ai toujours eu l'impression que les demandes de stage se font un petit peu avant les candidatures de master. Donc les Parce que, candidatures de master, ça se fait quand pour toi? alors moi, quand j'y étais, les premières candidatures commençaient début mai. Ok. Les demandes de stage généralement débutaient en. Nous, on nous recommandait
mars, ouais, commencer les recherches de stage en mars pour l'année suivante. D'accord. Alors là, nous, c'était un peu différent l'année dernière, parce que moi, du coup, je suis en master 2, je l'ai pas expliqué. Et l'année dernière, nous, c'était plutôt les candidatures commençaient en mars-avril. Et du coup, pour les stages, on pouvait chercher dès janvier-février. Donc c'est à peu près maintenant. Ouais, ça c'est un Ah peu. ouais, ils ont rendu ça vachement tôt pour les masters. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est En même temps, bien il y à a savoir et t'as raison sur le fait d'insister sur les stages parce qu'effectivement, enfin, c'est beaucoup plus facile de candidater dans des masters où on a déjà une promesse de stage. Ça, c'est très important. Une promesse de stage, ça peut être juste un mail de la personne psychologue qui signe en dessous et qui dit, voilà, je m'engage à prendre en stage pour tant d'heures, monsieur, madame, machin. Ça peut être très, très simple, mais c'est vraiment important de pouvoir avoir ça aussi. Mm. Après, Ok. une chose à laquelle il faut faire attention, enfin, à ne pas se mettre en tête, c'est que des promesses de stage ne garantissent pas un accès en master. Mm. Euh, Parce que, enfin, moi, en l'occurrence, j'en avais des promesses de stage, dont dans certaines villes où j'ai candidaté, ça ne m'a pas empêché d'être refusé. Et le double tranchant de la promesse de stage, c'est que celui ou celle qui fait la promesse de stage n'est légalement pas engagé. C'est un papier comme Oui, ça pour rassurer, mais en vrai, c'est ça. c'est un papier qui ne vaut rien. Et, Mm. je m'en suis malheureusement rendu compte quand j'étais en Master 2, où arrivé à la moitié de mon année, eh ben, il y a un de mes potentiels maîtres de stage qui a pris quelqu'un d'autre entre-temps. Et D'accord. au mois de février de mon Master 2, j'ai dû me remettre à chercher des stages pour presque 300 heures parce qu'il me manquait la moitié de mes heures. Ouais, c'est ça. Parce Donc, qu'après, à la limite, dans ces cas-là, bon, maintenant, ce qui est fait, hein. Mais même si c'est un stage en cours d'année qui arrive, ça va être vraiment d'aller revoir le maître de stage et de lui dire, bah voilà ma convention, en fait, et en gros, vous allez la signer, quoi. Même si je le commence dans 4 mois. Ça, c'est très important. Alors, bonjour Edo. Donc, Lily demande, tu fais quoi comme master 2 à Paris? Moi, je fais un master 2 clinique, psychologie clinique, interculturelle et transculturelle. Et je fais le live demain à 11 heures là-dessus, si ça t'intéresse, Lily. Donc voilà. Et, et du coup, la question que je me pose, Lucas, c'est toi, tu penses que c'est lié à quoi? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont pas pris malgré les promesses de stage? Parce que là, je pense qu'on va faire peur à tout le monde qui nous regarde. Mais c'est important de le dire. Aussi de dire bah, que ça existe en fait et que tout n'est pas... c'est pas parce qu'on suit le parcours standard qu'on va arriver forcément à ce qu'on veut. moi, l'explication qu'on m'a donnée, c'est que il s'est passé un laps de temps sans qu'on rééchange de nouveau. Parce qu'en fait, en début d'année, il avait été fixé que je faisais la première moitié de mes heures de stage dans une autre structure et que au deuxième semestre, je changeais de stage et j'allais dans la structure du neuropsy qui m'avait fait la promesse de stage. Puisque j'étais déjà en stage au premier semestre et début du deuxième, bon bah voilà, j'étais pas pressé que les choses se fassent. Enfin voilà, on s'était mis Ouais. d'accord là-dessus. Je suis revenu vers lui, je suis revenu vers lui en janvier, alors que le stage était censé commencer fin mars. Ouais, t'es revenu assez tôt. Je Mm. reviens quand même vers lui en janvier, pas de nouvelles, et je relance. Mais bon, pas de réponse. Début février, j'appelle la structure. Je demande à la structure de transmettre le message au neuropsy. Et le soir même, ouais, ça se trouve, le soir même ou le lendemain, il m'envoie un mail en me disant, bah, comme j'avais pas de nouvelles, bah, j'ai pris une autre étudiante. Voilà. Ok. Ouais. Ouais, effectivement, là, c'est le conseil, tu vois, que je t'aurais donné si on s'était connus, c'est dès la rentrée, même si votre stage est prévu, on ne sait pas pour l'année, pas pour l'année prochaine, parce que les conventions marchent par année quand même. 2020, Mm. 2021, 2021, 2022, mais de faire signer, parce que l'air de rien, légalement, ils sont engagés, et ça va les obliger en fait à attendre, et en mettant bien les périodes sur la convention, parce que de toute façon, sinon, c'est pas signé. Donc ça, c'est important. Ouais. Mais effectivement, Effectivement. c'est pas facile. Mm. Et Après, ouais. ça Ouais. dépend.
Ça dépendra aussi de la facilité avec lesquelles vous pouvez avoir les conventions dans les universités. Il y a les Ouh, universités, ça. il y a les universités qui lâchent les conventions au compte-gouttes, hein. Tu veux faire un stage, on te donne une convention, on t'en donnera pas deux, hein. Ah ouais, d'accord. Effectivement, c'est pas le même fonctionnement à Paris 13. Mais c'est-à-dire que nous, on a Ça les dépend. conventions qui sont sur l'ENT et on Ouais, les prend en fait. Maintenant, c'est pour les faire signer, c'est plus compliqué. Ils signent pas n'importe comment. Mais ils nous les ouais, donnent facilement. ouais. Ouais. Non, c'est vraiment tout dépendant des facs. Et je me demandais du coup, comme tu as postulé, enfin, tu as fait des demandes de stage, de master dans les villes où tu n'habites pas, comment est-ce que tu as fait pour démarcher du coup ces structures? En sachant que tu n'étais pas de la ville, en disant bonjour. Ouais. Alors, en fait, les deux fois où attendez, je réfléchis. Les deux fois où c'est arrivé, deux, trois fois. La première, c'était à Lille. Donc ça, j'avais commencé à envoyer des mails, des candidatures dans les structures bien avant mon arrivée à Lille. Quand j'ai su que j'avais des entretiens, j'ai essayé de les faire coïncider avec une période de quelques jours. Je suis Mm. parti à Lille pendant 4-5 jours pour passer ces entretiens-là. Soit en période, enfin, dans l'idéal en période de vacances pour éviter de sécher les cours parce que j'y tenais pas. Donc voilà, ça j'ai fait coïncider ça comme ça. Pour Amiens, oui, parce qu'il y a un truc que j'ai pas précisé, c'est que mon master 2 je l'ai fait à Angers, mais j'ai fait la moitié de mes heures de stage à Amiens et l'autre moitié à Dijon. Ouh, Bon, Dijon c'était d'accord. pas compliqué. Dijon c'était pas compliqué parce que j'ai la famille là-bas, donc ça m'a fait revenir Ouais. au bercail. Mm. Par contre, pour Amiens, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en allant, quand je suis parti à Lille, il était prévu que je fasse en gros la moitié de mes heures de stage à Lille et l'autre moitié à Amiens. L'hôpital d'Amiens a mis tellement de temps à signer ma convention qu'au final, on a dépassé la date de début du stage. Ouais. L'université de Lille s'en est rendu compte et a invalidé le stage. Après, moi, qu'est-ce que j'y peux si une DRH met un mois et demi à poser une signature sur un papier, voilà, merci. Mm. Euh, Bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Et ma maître de stage, à ce moment-là, on s'était recroisé à la fac de Lille parce qu'elle y intervenait. Et elle m'a dit, bah, ce que je te propose, c'est râpé pour cette année, mais si tu es pris en Master 2, eh ben, tu as ta place chez nous. Voilà, considère que Ouais. tu as déjà un stage pour ton Master 2. Et du Bon. coup, bah voilà, Master 2 à Angers, et je suis reparti, enfin, je faisais les allers-retours entre Angers et Amiens pour mon stage à l'hôpital. Mm. D'accord. Voilà, en gros, Ouais, comment ça s'est. effectivement. Mais c'est pas facile, hein, ce truc administratif dont tu parles, hein, ça arrive à beaucoup d'étudiants dans ma fac aussi. Et c'est Ouais. vrai qu'en fait, bah, c'est beaucoup de relance. C'est d'aller prendre du temps juste avant les cours et d'aller voir les services de la fac en l'occurrence, mais même voir de l'hôpital, en fait, de réinsister, d'appeler et jusqu'à temps qu'ils en aient marre et qu'ils Ouais. signent, en fait. Parce qu'en soi, c'est pas que ça peut être refusé, c'est juste qu'ils ont une pile colossale et qu'ils ont d'autres choses à faire et que, bah ouais, en fait, on n'est que stagiaire psycho. Donc, et c'est vrai que ça, c'est pas facile. Tous les trucs administratifs, ça peut être réellement bloquant. Par exemple, quand on demande un certain nombre d'heures pour valider le master 1 et avancer, en fait, il faut ce nombre d'heures. On peut pas chipoter sur 2, 3 heures. Ça doit être écrit sur la convention légalement. C'est comme ça qu'on obtient ensuite le diplôme. Mhm. Alors, Nina nous dit, oui, à Tours, pareil aussi. Les signatures des conventions prennent un temps fou. Ok. Eh ben, je pense que c'est partout en France. Et du coup, c'est là aussi où, effectivement, enfin, moi, je sais que j'ai passé beaucoup de temps à relancer, que ce soit mes profs pour qu'ils signent ma convention, ceux qui sont mes superviseurs de stage, que ce soit l'université en elle-même, en allant voir la secrétaire avec un grand sourire en disant, alors, la convention, elle en est où? Mais j'y allais tous les 2 jours, hein, pour vraiment que ça se fasse signer. À un moment donné, oui, elle me l'a dit, j'en ai marre de vous voir, je vais essayer de faire en sorte que ça avance. Bon, bah, tant mieux. Mais et puis pareil, il y a un ordre aussi. Bonjour Mika. Il y a un ordre aussi en fait pour faire signer. Donc ça dépend des facs. Renseignez-vous bien. Chaque fac a voilà. Ça peut être très Ouais. différent. Mais dans une majorité de cas, malgré tout, premier à signer, c'est le stagiaire, dernier à signer, c'est l'université. Malheureusement, de temps en temps, il y a une structure qui fait chier et qui va dire non, nous, on veut signer les derniers. Ouais. Et en gros, faut faire l'aller-venue entre l'hôpital et puis la fac jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui cède et dise bon, bah d'accord, on signera pas en dernier.
c'est Mais ça. bon, en soi, je sais pas trop ce que ça peut leur foutre, mais bon, voilà. Honnêtement, c'est un truc d'ego, hein, faut se le dire. C'est qui est la plus grosse structure. Donc nous, je sais qu'à Paris 13, on arrive à faire en sorte. Je pense que c'est Colline qui fait des petits cœurs. Nous, on arrive à faire en sorte que ce soit la fac qui signe avant la structure. Et comme ça, en fait, effectivement, ça calme un peu le jeu. Parce que malheureusement, en fait, les hôpitaux, eh ben, c'est plus enfin, les hôpitaux, je parle de ça en tout cas, parce que c'est des grosses structures. C'est plus compliqué hein, de les faire signer en avant-dernier, parce qu'ils veulent vraiment savoir qui ils prennent et ils veulent pas que ça parte n'importe comment. Donc ouais, ça va être de Ben, bien insister. après, c'est comment dire, il y a- on leur donne des conventions venant d'une université donnée. A priori, il y a peu de chances qu'on soit étudiant de je ne sais quel institut qui valent rien ou, Mais ouais, c'est ça. enfin, Hmm. et puis, Et enfin, quel conseil tu donnerais aussi aux futurs masters, du coup, master 1 en l'occurrence, pour avoir une promesse de stage? Qu'est-ce que tu leur conseillerais d'écrire dans leur lettre de motivation, d'aller sur quel genre de structure? alors déjà, moi personnellement, je parlerai pas de la promesse de stage dans la lettre de motivation, parce Ouais, qu'en soi, la lettre de motivation, on n'est pas encore accepté en stage, hein, donc commencer à parler d'une promesse de stage alors qu'on n'est même pas encore accepté, il n'y a pas eu d'entretien ni rien, pour moi, ça me semble un petit peu aller vite en besogne. Mais à partir du moment où l'entretien est passé et puis que le ou la neuropsychologue ou psychologue en général nous dit bah c'est bon, ok pour le stage, là on peut éventuellement on peut demander bah voilà au niveau de la fac on nous demande ça parce qu'effectivement c'est souvent le cas. Enfin ça rassure l'université en tout cas d'avoir ce genre de papier. Et puis bon puis voilà ça peut être abordé à ce niveau-là. Après hmm, pour les structures il y a des universités qui sont sympas et qui transmettent les listes des lieux de stage des étudiants des années précédentes. Ça, je sais qu'à Lille, ils le faisaient. Bon, hmm, les listes sont pas forcément actualisées, hein. Moi, en Master 1, j'avais beau avoir une liste, j'avais suivi la liste, mais il y avait beaucoup de structures qui étaient sur la liste qui ne voulaient pas de stagiaires. Donc, hmm. Ouais, voilà. c'est ça. Mais ça peut aider quand même, ça peut donner une idée de là où on peut candidater, mine de rien. Ouais. On a une nouvelle question de Nina. Est-ce Mhm. que c'est possible d'étudier les animaux tout en faisant un master en neuropsy, plus tourné vers la recherche? Je n'ai pas trouvé de réponse en me renseignant. Merci. Alors, fondamentalement, c'est pas impossible, mais ce sera pas en stage principal. Les masters de neuropsychologie étant dépendants du FR de sciences humaines, les recherches en neuropsychologie se font sur de l'humain. Pour faire de l'animal, il vaudrait mieux s'orienter vers un master soit de neurosciences cellulaires pour faire de l'étude de cellules animales, soit vers des neurosciences cognitives où là on peut faire voilà, de l'étude de la cognition et du comportement animal chez la souris, le singe, en fonction ou le rat bien évidemment, en fonction des universités. Mais un master de neuropsycho avec un stage chez l'animal, ce sera un petit stage. Imaginons, imaginons l'étudiant ou l'étudiante fait un master de recherche en neuropsycho. Il y a 500 heures de stage recherche qui sont demandées pendant le master. Bah, ce sera 500 heures qui se feront chez l'homme. Si la personne a un temps, a du temps pour faire un stage annexe, là pourquoi pas. Hmm. Ok, elle te remercie, Nina. Après, Et à voir en fonction des universités, bien sûr. ouais, c'est ça. Colline demande, enfin dit, à Liège, c'est pas en neuropsychologie, mais neurosciences comportementales. Ouais, bah, c'est comme chez nous, du coup. Et elle te dit aussi, d'accord avec Lucas, en stage complémentaire, ok. Hmm. C'est gentil d'être d'accord avec moi, Colline. Mais par contre, et d'ailleurs, j'insiste là-dessus, c'est très important aussi si vous avez l'occasion, même si on parle là de recherche de stages qui sont compliqués, si vous avez l'occasion de faire même 50 heures, 100 heures en stage complémentaire, faites-les. C'est vraiment bien vu et en plus, ça rajoute de l'expérience du coup sur votre CV. Allez-y. Enfin, si vous pouvez faire ça, faites-le, même si effectivement ça correspond pas au nombre d'heures demandées. Après, ça se complète. Donc, je sais pas si c'est toutes les facs comme ça, mais nous, je sais qu'à Paris 13, on peut compléter et faire plein de mini-stages jusqu'à temps d'obtenir le nombre d'heures total.
Et on a Michael qui dit, et moi je suis super, hyper content d'écouter. Et Colline qui dit, grave d'accord. Ok, bon bah c'est chouette, tant mieux alors si ça vous plaît, c'est bien. Et moi du coup ce qui m'intéresse c'est, j'allais dire ton master 2, mais aussi ta thèse après, j'aimerais bien ouais, que tu puisses nous en parler un peu. Ouais, Colline qui dit, j'adore les stagiaires volontaires en plus. Ouais, c'est clair. Effectivement, je dirais, ça change effectivement de ceux qui font leur stage parce qu'ils y sont obligés. Mais Ouais, après, bon, pour ceux-là, en l'occurrence, on peut pas leur en vouloir non plus parce que bah voilà, la fac impose certaines choses. ouais, Tout le monde n'a pas la chance de faire les stages qu'il veut, donc au bout d'un moment, oui. il faut se rabattre sur quelque chose. Mais par contre, il y a vraiment une manière d'écrire les lettres de motivation, parce que moi j'en relis hein, des lettres de motivation pour les futurs stagiaires. Et en gros, c'est dans l'obligation de mon parcours. Et là, je leur dis, mais non, non, écris pas ça comme ça. On a l'impression que tu vas au bagne. Mhm. Essaie d'écrire que ça te motive et que c'est dans le cadre de. Mhm. Si tu mets obligation et à un moment donné, ça donne l'impression que t'as pas envie, quoi. Donc il y a aussi une manière de formuler les lettres de motivation qui vont faire qu'on va être plus ou moins pris. Ça compte. Effectivement. Mm. Bon, moi, Et j'ai donc, pas trop de conseils là-dessus, j'ai jamais été très bon écrit, quoi. ben, moi, en fait, ce que je conseillais sur mon compte lucille.ancrage du voyage, qui est un compte de voyage et de psycho, c'est de faire une lettre d'amour. Et en fait, expliquer ça comme ça, c'est en gros, bah, tu donnes envie à l'autre de te prendre. Ensuite, tu expliques pourquoi tu as envie de l'autre. Et après, d'un point de vue amoureux, tranquille, hein, j'explique ça comme ça rapidement. Et ensuite, pourquoi vous matchez super bien ensemble. Et en fait, le fait de mettre des mots un peu sympas et assez dynamiques, ça aide. Et ça donne envie aux psychologues, en fait, de te prendre en stage. Ça compte beaucoup. Et aussi d'éviter, malgré ce que les profs disent, en tout cas c'est mon conseil, d'éviter de passer par les RH. Il faut Ah essayer ouais, de non, trouver directement les faut pas faire psychologues, ça, hein. quoi. Ouais. LinkedIn, enfin on est tous les deux sur LinkedIn, c'est vachement bien LinkedIn pour entrer en contact avec les pros. Donc Effectivement. Ça aide. Puis même maintenant, de toute façon, avec tous les groupes Facebook qui existent sur la psycho, enfin, les groupes d'étudiants, les groupes de professionnels et puis les groupes qui rassemblent tout le monde, voilà, maintenant, il y a une facilité à rentrer en contact. Moi, quand j'étais en licence 3, en fait, c'est pendant mon année de licence 3 que le premier groupe d'étudiants francophones en psychologie s'est créé. ah ouais. C'était un groupe d'étudiants. D'ailleurs, c'était un intervenant, je sais plus s'il était doctorant ou déjà post-doctorant à ce moment-là, de l'université de Lille. D'ailleurs, c'est le conjoint de ma maître de stage de la fac de Lille, Le Monde des Psy, Ouais, c'est ça. qui avait fait ça. Mais à ce moment-là, pour rentrer en contact avec les professionnels, il fallait appeler les services, expliquer, voilà, je suis étudiant en psycho, je cherche un stage en neuropsycho. Et quand tu tombes sur des secrétaires qui sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans le service, ben, il y a plusieurs services ou structures dont je savais qu'il y avait des neuropsys dedans. Et quand j'en parlais, la secrétaire qui me disait, on n'a pas de neuropsy ici, au revoir. Enfin, bon, Ouais, ben, ça faut éviter quoi. C'est vraiment, faut essayer de mener ses recherches et ouais, c'est. Et puis même, enfin, en fait, quand on reçoit un mail directement dans sa boîte mail, même si elle est ultra bondée, juste l'intitulé du mail, faut donner envie. En 4 mots, faut arriver à faire en sorte que le psy ouvre ce mail. Et tout est là-dedans aussi. C'est la motivation en fait. Faut arriver à transmettre ça aussi au psy et parce que lui aussi, en fait, l'air de rien, bah, il va nous supporter pendant un certain nombre d'heures. Et il faut lui donner envie bah, que ce soit le moins pénible possible. Donc ouais. Et toi, du coup, ton master de recherche, on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce que tu peux nous dire? bah, à la base, enfin, ça faisait plusieurs années que je voulais me lancer là-dedans. J'ai eu cette idée-là quand j'étais en licence 3. Non, licence 2. Hmm. Non, c'était licence 2. Parce que j'avais une intervenante en psychologie, en TD de psychologie cognitive qui avait fait un master de neurosciences cognitives à Marseille. Et Hmm. à ce moment-là, je m'étais jamais posé la question, mais je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a des masters de neurosciences. Et je m'étais dit qu'un jour, je m'y pencherais, voir ce qu'ils font, voir ce qu'ils apprennent là-bas dedans. Puis je m'étais dit, bah après ma formation de neuropsy, pourquoi pas?
Et puis, ben, n'ayant pas été admis en thèse, je m'étais dit, c'est peut-être l'occasion justement d'aller là-dedans, de faire un master recherche autre que de la psychologie. Et puis, peut-être que ça augmentera mes chances d'être pris en thèse les années suivantes. Donc, je fais quelques recherches sur les masters. Les masters de Strasbourg étaient intéressants, Lyon aussi. Bordeaux, ça avait l'air pas mal, mais un peu loin à mon goût. Et puis, il y avait Ouais. Marseille qui me plaisait bien, donc avec un peu comme Strasbourg, une spécialité plutôt cellulaire et moléculaire et une spécialité cognitive. Et les deux avaient l'air globalement intéressants. Puis, un truc que je craignais dans la composante cognitive, c'était d'avoir un peu trop de redites par rapport à certains de mes cours de neuropsycho. Je me suis dit, en soi, la cognition, je connais un petit peu. Moi, si je fais ça, c'est vraiment pour apprendre des choses nouvelles et puis approfondir des connaissances en neurosciences un peu plus fondamentales. Donc, c'est pour ça que je me suis axé sur le versant neurosciences cellulaires. Bon, j'avais candidaté en cognitive aussi parce que en soi, j'avais pas grand espoir d'être admis dans un master de cellulaire alors que je suis issu d'une fac en psycho. Hmm. Normalement, c'est un parcours bio ou un parcours santé qui est nécessaire pour accéder à ce genre de master. Pas que, mais enfin, principalement. Et à ma grande surprise, bah, j'ai été admis en cellulaire à Marseille, alors que j'étais refusé en cognitive à Strasbourg parce que mon parcours était inadapté. Donc, Et comme quoi, faut tenter, en c'est ça. fait. Faut tenter, et puis d'une fac à l'autre, de toute façon, les critères de sélection vont changer. Par Oui, exemple, à Grenoble, j'avais même pas testé parce que les étudiants issus de sciences humaines n'étaient tout bonnement pas acceptés à ce moment-là. Et ça, il d'accord. le disait. Il le disait, on prend les sciences de la vie, on prend les gens qui viennent de chimie, éventuellement de STAPS, mais sciences humaines, on n'en veut pas. Ah ouais, ok. Bon, ouais, faut Donc, le savoir. bon, après, je sais pas si ça a changé entre-temps, mais bon, toujours est-il que j'ai été pris, voilà, j'ai été pris en cellulaire et moléculaire à Marseille. Je suis arrivé là-bas et puis dès mon premier cours, j'ai déchanté parce que je comprenais rien. Ouais. Enfin, en 5 minutes, je comprenais plus rien. Donc voilà. En plus C'était de très ça, on bio, hein, avait du coup. comment? C'était très bio. Ah bah là, C'était bah très axé, ouais. pour le coup, oui, parce que c'était un master. Bah, de toute façon, c'était un master biologie santé. Donc Hmm. donc oui, effectivement, c'était très bio. Puis moi, j'avais 4 ans de retard à rattraper en biologie, hein, donc. Ouais, effectivement. Et comment t'as fait alors pour rattraper ça? Ben, je me suis mis à travailler en groupe. En fait, j'étais pas comment dire, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à pas comprendre grand-chose à certains cours. Il y avait d'autres étudiants qui venaient de pharma, qui venaient de biochimie notamment, qui comprenaient pas forcément tout. Et l'avantage, c'est que dans les cours, on abordait parfois des notions biologie microbio pure, et des notions de neurosciences que je connaissais davantage et que j'arrivais à intégrer un peu plus vite. Et du coup, bah, ceux qui s'y connaissaient plus en microbio, bah, nous transmettaient les infos, Hmm. enfin me transmettaient les infos. Quand il s'agissait plus de neurosciences, neuroanates, des composantes un petit peu cognitives, bah, là c'est moi qui transmettais. Et on se Super. Ouais. construisait nos apprentissages comme ça, jusqu'à arriver à un point où, bah, au final, c'était moi qui expliquais aux autres la quasi-totalité des cours, et puis ça me faisait réviser comme ça. Ouais, mais c'est génial. Ça, Au c'est final, vrai qu'il y a une vraie entraide, hein. Moi, je sais que dans mon master, c'est pareil, on s'entraide beaucoup. Je sais pas si c'est partout pareil en psycho, mais en tout cas, de ce que j'entends, c'est pas partout pareil. non? D'accord. Bon, bah alors, essayez de trouver ces masters-là. C'est C'est quand même master plus ou agréable. c'est master ou c'est personne, parce que c'est très personne dépendant aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On a une question, je vais te la lire, Mhm. de Bulma Penica 9100. Bonjour, j'ai dû refaire ma L3 à cause du stage annuel, à cause du stage annulé dû au Covid. Et cette année encore, je n'ai pas trouvé de structure. Est-ce qu'un stage en social nous ferme la porte au master clinique? Voilà sa question. Alors, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu entends par stage en social, en fait? Est-ce que tu es avec un psychologue ou est-ce que tu es pas avec un psychologue?
Parce qu'en L3, je crois que enfin, en tout cas, chez nous, c'est toléré à Paris 13 de pas forcément le faire avec un psychologue. Maintenant, en master, tu es obligé, chez nous, de le faire avec un psychologue qui a au moins 3 ans d'expérience. Donc voilà, juste stage dans le social, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais. Lucas, tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah, en soi, il y a pas de raison que ce soit rédhibitoire, enfin, pas dans le sens où ça fermerait totalement la porte. Après, si c'est un stage de social pur, où il y a assez peu de composantes cliniques dedans, et si c'est le seul stage qui est réalisé, ça peut limiter l'accès. Après, si c'est un stage social qui couple, je sais pas moi, ça pourrait très bien être un stage de psycho du travail qui est Ouais. axé sur la Mm. réinsertion de personnes avec des maladies mentales. Auquel Mm. cas, on pourrait appuyer là-dessus pour un passage en clinique, par exemple. Comme tu dis, hein, tout dépend du stage en social, avec qui c'est fait et quelles sont les missions. Ouais, oui, voilà, ça va vraiment être aussi les missions, je pense, qui vont être intéressantes. Et oublie pas aussi que du coup, tu peux tout à fait dans ta lettre de motivation, que ce soit pour le master par exemple, expliquer justement en quoi est-ce que toi tu as vu de la clinique dans ton stage. C'est aussi une question de point de vue, hein. Moi qui suis en transculturel, interculturel, je travaille pas toujours avec des personnes d'une autre origine que moi. Mais par contre, j'ai une vision transculturelle, interculturelle quand je travaille. Et c'est ça que je mets en avant, par exemple. Donc c'est aussi un état d'esprit, au-delà de la structure en elle-même. Et ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui vont se fermer. Par exemple, au niveau de mon master, qui vont dire non, il faut absolument que j'aille dans des associations, des structures où il y a des personnes migrantes. Bah, pas forcément, en fait. Pas forcément du tout, même. C'est au contraire, ça va être d'intégrer cette vision-là au sein du stage où l'on est. Donc, on peut ouvrir aussi les recherches de stage là-dessus. Mm. Et alors, ta thèse, est-ce que tu as envie de nous en parler un peu? Oui, bien sûr, par quoi je commence? Ouais. Mais on pourrait refaire un autre live là-dessus, hein, si ça intéresse du monde. Ça pourrait être intéressant aussi de parler, ouais, des thèses et ce serait intéressant de faire ça. À la limite, je peux, ouais, à la limite là, enfin, en fonction du temps qu'il y a, je peux aborder les grandes lignes et puis effectivement, si ça Oui. intéresse les personnes, faire un live un peu plus spécifique sur les parcours québécois et Mm. les façons d'y accéder. Ouais. Moi, ma première question, c'est pourquoi ne pas avoir choisi de faire une thèse en France? Alors, c'est pas une question de pas avoir choisi, c'est une question de ne jamais avoir été pris nulle part en France. Mm. En fait, pour faire un résumé enfin, du parcours de recherche de thèse, quand j'étais en master de neuropsy, j'avais en gros 3 ou 4 possibilités. J'avais fait une candidature à Reims, j'avais fait une candidature à Dijon, j'avais fait 2 candidatures à Montréal et j'avais fait part à mon directeur de mémoire d'Angers que j'étais partant pour faire une thèse. À Angers, ça aurait été une thèse non financée. Donc Ouais. voilà, pour trouver un poste de psy là-bas, à ce moment-là, c'était un peu coton. D'ailleurs, la plupart du master ont trouvé du travail ailleurs ou se sont mis en libéral, chose que je ne voulais pas particulièrement. Les 2 candidatures Reims et Dijon ont été refusées. Les 2 candidatures montréalaises ont été refusées aussi. L'année suivante, je débute le master, enfin un an après, je débute le master neurosciences. À la fin de ce master neurosciences, je fais une quinzaine de candidatures, dont une petite dizaine en France, qui ont toutes été refusées aussi. Donc, et l'année suivante, bah, c'est là que une de mes candidatures à Montréal a été acceptée. En soi, là, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, ayant bien conscience de la difficulté d'accéder à ce genre de poste, enfin, à ce genre de situation, pour moi, ça allait être premier qui m'accepte, j'irai. Globalement, je candidatais à des thématiques qui m'intéressaient, Mm. essentiellement axées maladies neurodégénératives, un lien avec les troubles du comportement à minima. Donc voilà, si ça avait été Toulouse qui m'acceptait en premier, je serais allé à Toulouse. S'il y avait eu un financement à Marseille, je serais resté à Marseille. Bon, là, le premier à m'avoir accepté, c'est Montréal, et en soi, c'est pas plus mal. Mm. D'accord. Il y a une question de Isaline, on va pouvoir essayer d'y répondre tous les deux. Bonjour, j'avais une question par rapport aux échanges universitaires à l'étranger. Comment peut-on partir? À quel moment et tout?
Ah, il faudrait faire un live là, vraiment là-dessus, je pense. Ça, ce serait intéressant aussi. Alors là, en deux mots, enfin, je prends l'exemple de Montréal parce que c'est le seul exemple que je connaisse. Il y a beaucoup d'étudiants, licence et master, qui font des échanges, enfin, qui font des programmes d'échange. Donc, en gros, ils viennent faire un semestre à l'université de Montréal ou dans une autre université montréalaise ou québécoise. En gros, ils se mettent d'accord avec leur université d'origine, avec un prof qui encadre un projet de recherche, avec l'administration, bien sûr, qui gère le transfert, enfin l'échange avec le Canada, avec le Québec. Et en gros, la personne vient pendant un semestre, pendant une session de cours à Montréal, suit les cours de Montréal et est intégrée dans une équipe avec un projet de recherche, une sorte de mémoire à faire. Enfin, c'est en tout cas le cas pour les étudiants de master. En gros, c'est des sortes de mémoires co-dirigées, si je peux dire ça, si je peux dire ça comme ça. En sachant que si vous faites, très certainement, si vous faites un stage de master à Montréal, ce sera de la recherche. Ce sera probablement pas de la clinique, ce sera probablement pas un stage professionnel, parce que là-bas, les stages pro sont réservés aux doctorants. D'accord, ouais, c'est différent. Puisque comme là-bas, en fait, comme là-bas, le titre de psy s'obtient avec le doctorat, la Hmm. licence est essentiellement consacrée à des aspects théoriques et de recherche en psychologie, et c'est à partir du doctorat, soit le doctorat clinique, soit le doctorat qu'ils appellent recherche et intervention, qui est un mélange entre un doctorat clinique et un doctorat de recherche. Là, ils vont commencer à avoir des cours de pratique, de clinique, de sémiologie et autres choses comme ça. Et c'est là que les stages professionnels vont débuter. C'est pour ça que les thèses sont plus longues là-bas aussi. Par exemple, le doctorat recherche et clinique là-bas, ça dure à peu près 6 ans. Donc, par contre, Ouais. par contre, ils sont pas forcés de passer par la maîtrise parce que la maîtrise est faite pour les personnes qui veulent faire un doctorat de recherche pure. Hmm. Mais bon, D'accord. en soi, faire un semestre d'échange en licence, bah, j'ai une amie qui l'avait fait en licence 3. Ouais, c'est ça. En licence 3, elle était allée, elle avait passé un semestre à l'Université du Québec à Montréal, qui n'est pas l'Université de Montréal, mais c'est une autre université francophone de Montréal. Et puis voilà, j'ai une amie de Toulouse, elle, qui est en master 2 de recherche en neuropsycho, qui est venu faire la quasi-totalité de son année 2019-2020 à Hmm. l'Université de Montréal. On avait quelques cours en commun d'ailleurs. Et Ouais. puis, voilà. À Et voir c'est avec vrai. votre. Ouais, Ouais. il y a aussi, oui, tout ce qui est les programmes Erasmus sont très intéressants parce qu'en fait, tu peux partir sur un an ou sur 6 mois. Enfin, en gros, sur un semestre ou sur 2 semestres. Donc ça, c'est en fonction de ton université. Et moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'aller parler. Alors, comment ça s'appelle? C'est le des relations internationales. C'est le service des relations internationales de ta fac. Et en fait, ils vont pouvoir te donner toutes ces infos-là. Et en général, il y a 2 moments, il y a 2 périodes de candidature dans l'année. Ça va être novembre et ça va être mars, il me semble. Donc, à vérifier. Et en fait, chaque université a des partenariats très différents. Moi, dans le cadre de d'autres études, j'étais partie en licence 2 au Portugal, par exemple, faire mes études là-bas. Sur 4 mois, parce que ma fac ne faisait pas sur un an. Et c'est en arrivant là-bas que des Nantais m'ont dit, bah non, on peut partir sur un an en Erasmus. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et on peut partir en Erasmus un an entier en licence, plus un an entier en master. Ça, c'est possible de le faire. Donc Colline nous dit, oui, Nina, on pourra, alors j'ai pas compris. Nina, on pourra le 21 janvier, j'ai 2 Erasmus. On pourra en parler. Ah oui, on pourra en parler le 21 janvier, j'ai fait 2 Erasmus. Ça, c'est chouette, ouais. On va pouvoir en parler aussi. Ouais, ouais. Mais c'est vraiment bien. Et enfin, en tout cas, moi, j'ai gardé une très, très bonne expérience de mes études à l'étranger. Je vous le conseille. Et bon, après, moi, je suis en interculturel, transculturel, donc c'est encore mieux vu sur le dossier. Mais même pour vous, en fait, ça fait une pause dans les études. Ça fait du bien. Honnêtement, je sais pas toi. Enfin, après, toi, c'est dans le cadre d'une thèse. C'est un peu différent, mais En effet. quel est le coût pour Montréal? Demande Clara.
Le coût de quoi? Le coût de la vie. Alors, Il faut vraiment qu'on fasse. Je pense qu'on fera un live sur ça, sur une thèse, ouais, sur ta thèse entièrement. Mm. ouais. Alors, en fait, avant de partir là-bas, pour un programme d'échange, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais pour intégrer un programme d'études à temps plein, comme faire une maîtrise complète ou un doctorat complet là-bas, euh, il y a des papiers d'immigration à obtenir, dont le certificat d'acceptation du Québec, le permis d'études, qui comprend le visa. Et pour obtenir ces papiers-là, il faut prouver aux instances canadiennes que tu as de quoi vivre pendant un temps donné sans avoir à travailler. Avant de foutre les pieds là-bas, il s'assure que tu as les fonds nécessaires pour ne manquer de rien. Mm. Voilà, donc ça c'est un premier truc. Et j'ai pas le chiffre exact, mais j'ai beaucoup entendu dire que pour eux, si tu pouvais vivre un an là-bas sans travailler, c'était suffisant. C'est l'histoire de, bon, parce que la vie est pas hyper chère là-bas. Et puis si tu es en colocation, il y a moyen de pas payer trop cher le loyer. Mais Mm. ça doit être à hauteur de 12 000 ou 13 000 dollars. Donc si t'as entre 12 000 et 13 000 dollars de, comment dire, d'économie, ça devrait passer. Ouais. Euh, Donc en fait, il faut ça sur son compte en banque au moment où tu franchis la frontière. Ouais. c'est ça. Ou tu montes le dossier. Mm. Ou alors faut avoir un prêt étudiant. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Euh, D'accord, c'est possible aussi. Ça, c'est bon à savoir. Mm. Après, comment dire, faut tenir compte à la fois du coût de la vie là-bas et du coût des études aussi, parce que Mm. les universités ne sont pas données. Nous, en tant que Français, on paye beaucoup moins que d'autres pays. Euh, Clairement, enfin, si je dis pas de bêtises, en Europe, si on est français ou belge, on paye les études à moindre coût. Moi, une année de doctorat, ça me coûte peut-être 5 000, 5 500 dollars. D'accord, ouais. C'est pas pareil. En France, je connais pas du coup. D'ailleurs, Colline te demande est-ce que ta thèse est financée? Alors là aussi, c'est pas pareil qu'en France pour le coup, et c'est probablement pas pareil qu'en Belgique non plus. Euh, En fait, pour candidater à des bourses de thèse là-bas, il faut être inscrit à l'université, donc il faut déjà être sur place. Une fois que tu intègres l'université en tant que telle, une fois que tu es étudiant de l'université, et là tu peux faire des demandes de financement, des demandes de bourse pour étudiants internationaux ou pour étudiants en recherche en santé, etc., etc. Et tout va dépendre du type de financement que tu demandes, parce qu'il y a des financements qui durent un an, il y a des financements qui durent 2 ans, il y a des financements qui durent 3 ans, il y a des financements pour une quatrième année, il y a des financements pour une cinquième année si nécessaire. Donc voilà. Donc en soi, je suis arrivé là-bas, j'avais pas de financement. Mon directeur avait un petit peu de fonds, mais c'était assez mince. Du coup, ma première année, j'ai fait une demande j'ai candidaté à une bourse, ma bourse de laboratoire, donc qui était sur un an que j'ai obtenue. À la fin de ma première année, bon, j'ai pas fait que ça comme demande parce qu'il y a eu beaucoup de refus, mine de rien. Hmm. Fin de première année, on m'octroie une bourse du mérite de la fac de médecine qui dure 2 ans. Donc là, en soi, j'ai une bourse qui part jusqu'à été 2022. Euh, Après, ça ne m'autorise pas à stopper mes recherches de financement parce que là-bas, obtenir un financement sous-entend que tu continues à demander des financements plus importants et si tu obtiens un financement plus important, il remplace le financement que tu as à l'heure actuelle. D'accord, oui, donc faut vraiment bien se renseigner sur tous ces financements en fait. Et on n'est pas forcément préparé à ça en Non. master. Ouais, non. Enfin, de toute façon, globalement, nous en France, on n'est pas préparé à ce genre de choses On est du préparé tout. à rien. Ouais, bah, c'est presque ça en fait, parce que même les doctorants français, euh, voilà, enfin, la plupart de ceux que je connais, soit autofinancent leur thèse, soit ont déjà un financement. Donc, Hmm. ils font pas de demande de financement, ils font assez ils sont pas préparés à la rédaction de projet ni rien. Bon, après, clairement, c'est pas facile, hein. Bien évidemment, mon directeur m'aide énormément là-dedans. Et malgré toute l'aide qu'il peut fournir,
Voilà, ça marche pas toujours. Là, je viens de Lucas, voir un message. est-ce que ça te dit qu'on retente de faire un live aussitôt après? Parce qu'en fait, là, les questions sont en cours si tu as du temps, genre 15 Ouais, minutes, 20 minutes. ouais, j'ai un petit peu de temps, puis là, ça va bientôt couper. Dans 10 secondes, Ouais. ça va couper. Comme ça, on va Donc, reprendre sur la question, les deux ouais, questions des filles, parce que c'est vachement intéressant aussi.